Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding. Aujourd'hui, on est avec Marie-Cécile Pacard, qui est UX designer et problem solver. Ce qu'on peut lire sur Twitter, en tout cas, elle fait plein d'autres choses. Elle va nous raconter tout ça dès maintenant. Salut Marie. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu tes projets de l'été. Les projets de l'été. Ouais. Enfin, tes projets en cours, quoi, on va dire. Voilà, peut-être que ça va au-delà de l'été. Ouais, tout à fait. En ce moment, j'accompagne les entreprises à définir justement leur image publique et à faire ressortir leurs valeurs dans des outils de communication internes et externes. J'ai également comme gros projet, je co-organise la conférence Interaction 18 qui aura lieu à Lyon pour la première fois en France. Un gros morceau, et puis je cherche un appartement aussi, ça m'occupe bien. Ça, c'est un projet de l'été. Voilà. Exactement. Voilà pour ce qui est de mon actu. Ok. On t'a rencontré lors du dernier Blend Web Mix. Ouais. Tu as animé une conférence sur le design de soi. C'était passionnant. On a souhaité te rencontrer après. Raconte-nous un peu la démarche qui t'a amené à poser ces questions, parce que j'imagine qu'on n'apprend pas à l'école. Et voilà, et comment tu définis le design de soi et raconte-nous un peu tout ça. Effectivement, on n'apprend pas à l'école et c'est bien dommage. La manière de communiquer aux autres, à des groupes, enfin à l'ensemble du monde en fait. Je me suis posé cette question grâce à mon cheminement personnel déjà, parce que chaque designer se doit d'avoir une présence sur le web maintenant. Et grâce à l'avènement des réseaux sociaux, encore plus, c'est pas qu'une présence, qu'un site, c'est aussi une prise de parole. Et j'ai fait ce cheminement simplement en me disant, ok, maintenant qu'est-ce que je mets sur mon site ? Quelles références, quel cas d'école j'expose, comment je parle de moi, comment je définis mon service. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ça fait énormément de questions d'un coup et je dirais qu'il y a une espèce de tradition qui veut que le designer n'ait jamais de portfolio à jour, voire pas, ou alors un vieux machin tout pourri qui a quelques années dans un coin. C'est pas facile. Je l'ai attaqué sous l'angle du CV. J'avais fait une première intervention en 2015 chez XDA où j'ai parlé ça s'appelait Designer où vas-tu ? On parlait de justement comment commencer à brander ses compétences, les sélectionner aussi, c'est pas la peine de tout mettre sur un CV. Comment être un cordonnier bien chaussé en fait. Voilà, chaussé tout court, ouais. Au moins. Chaussé tout. Voilà, parfois c'est juste une question de trouver une paire de chaussures. Et effectivement, la question se pose aussi aux entreprises parce qu'ils ont besoin, on a besoin de définir ce que j'appelle la présence au monde. C'est tout un programme, mais c'est ça. C'est avec toutes les différentes couches que ça demande d'étudier, c'est-à-dire il y a l'intime, l'extime, le public, le semi-public, le privé, voilà. J'essaye de m'atteler à ça. Et le design de soi, c'est Marie Guillaumet, qui est designer, qui avait introduit cette notion à Paris Web en 2015, je crois, qui avait commencé à parler de justement toute cette phase de ok, comment je présente sur les réseaux sociaux, quelle est la couleur du background de mon avatar, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je sélectionne dans ma façon de parler. Et j'ai rebondi sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, voilà. Notamment pour les entreprises. Ouais. Voilà, vous en savez quelque chose. Ok. C'est quoi ton approche du design? Je sais que tu animes pas mal d'ateliers en design sprint. Alors, peut-être tu peux nous expliquer d'abord ta définition du design en général, parce que les gens confondent souvent design, graphisme, habillage, etc. etc. C'est un éclaire-nous sur le sujet. Voilà. Le design, c'est de la conception. Donc, toute personne qui sait concevoir est un designer ou une designer. On parle souvent du fait que les développeurs sont des designers aussi, parce que quelque part, ils conçoivent des choses, comment les choses fonctionnent. C'était notre regretté Steve Jobs qui disait ça. Ce n'est pas à quoi les choses ressemblent, mais à comment elles fonctionnent. Donc je suis designer, je suis donc capable de résoudre des problèmes avec des contraintes données pour un résultat. On me donne un problème, on me donne des contraintes et je trouve des solutions. Donc il s'avère que j'interviens sur de la communication, sur du design graphique, mais a priori le design c'est tout, c'est absolument tout. Voilà. Le design sprint, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est une méthode de design thinking qui a été introduite par Google il y a quelques années. Donc en gros, c'est Google Ventures qui avait beaucoup à faire avec des startups et qui s'est dit on va packager une offre facilement lisible et facilement mettable en œuvre sur 5 jours. Donc on a toutes les phases du design thinking des premières réflexions jusqu'au prototypage en 5 jours, très packagé, très bien fait, avec des méthodes qui ont fait leurs preuves. Ce format s'adapte à peu près tous les types de projets. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la visibilité est plus claire pour les gens qui partent dans un sprint. Même si c'est 5 jours hyper intenses et on part avec tout le monde enfermé dans une salle, avec du jus de cerveau, on a beaucoup de visibilité sur le temps qui va être investi. On sait qu'il y aura un résultat à la fin.
On ne sait pas lequel, mais on sait qu'il y aura un résultat. Voilà, c'est la beauté de nos métiers. Et en ce moment, oui, j'essaye de décliner le sprint sur parfois même des demi-journées ou des journées où on se réunit dans une salle et grâce à un questionnement tout à fait organique qu'on est en train de faire, je fais ressortir des choses chez les personnes que j'interroge et on formalise, on revient sur les véritables fondements qui ont poussé les gens à mener des initiatives et on sort des choses qui étaient jusque-là complètement non dites. Voilà. Et c'est pratique, en général, oui, je mets le bazar dans la tête des gens en une demi-journée et puis après on voit ce qu'on fait avec. Voilà. Et il n'y a que comme ça que tu travailles pour les entreprises que tu accompagnes sur la définition de leurs valeurs et de leurs manifestes? On commence par ça. Ouais. En général, c'est très efficace. On dégrossit beaucoup. Et après, je les accompagne sur la durée, avec diverses méthodes. Parfois, de toute façon, quand on arrive à la réalisation, il faut bien ouvrir Illustrator et commencer, en tout cas, faire des schémas sur un carnet. Mais oui, en fait, la première phase de dégrossissage, elle se fait bien en sprint et en mini war room, en fait, pour vraiment avoir tous les cerveaux disponibles et toutes les ressources en un seul endroit. Ça dégrossit bien. Et après, par contre, oui, on passe sur des éléments plus formalisés. Est-ce que c'est des choses que tu utilises au quotidien? Parce qu'on voit pas mal de personnes dans le monde de l'informatique qui font par exemple du Scrum ou des méthodes agiles et qui exploitent ces méthodes chez eux pour faire le ménage, pour organiser leur mariage, pour faire tout et n'importe quoi. Absolument. Toi, est-ce que le design sprint est intégré, fait partie intégrante de ta vie? Oh oui. La vie est un projet. La vie est une entreprise. Non, mais plus sérieusement, oui, je suis une contrôle fric, non, peut-être pas, mais en tout cas, j'aime bien quand les choses sont organisées parce que j'aime pas dépenser du temps et de l'énergie sur des choses qui peuvent être gérées et oubliées. C'est-à-dire, voilà, c'est fait, on les met de côté, c'est géré. Effectivement, on a vu les fanats du ménage qui faisaient des sprints, même en famille, avec des responsabilités, des trucs. Non, mais c'est très rigolo. Enfin, je suis pour tout ce qui peut personnellement m'aider à gagner du temps dont je peux jouir, à faire ce que je veux, tant mieux. Voilà. Oui, le design, mangez-en et faites des sprints chez vous. Ouais. Après, pardon, Roger, c'est pas des miracles. D'ailleurs, il y avait une très bonne conf à Mixit en avril dernier d'Emilie Esposito qui nous parlait du mythe du cargo culte, enfin le mythe du cargo, le culte du cargo. D'accord. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'est intéressant. C'est en fait une histoire qui se passait là-bas vers autour du Japon, je crois. Quand les Américains ont débarqué et installé sur des îles où il y avait que des gens qui habitaient, enfin des locaux quoi. Ils ont débarqué, ils ont mis en place des camps de stockage, ils ont patrouillé avec des fusils et avec des casques, et puis il y a des avions qui arrivaient avec le long des lignes d'atterrissage et puis ils déposaient de la bouffe. La machine se mettait en marche. Voilà, et les autochtones ont vu ça en se disant mais c'est génial. Donc quand les Américains sont partis, ils se sont dit nous aussi on va faire des pistes d'atterrissage sans savoir ce que c'était, donc ils ont mis des petits feux et puis ils ont patrouillé des fusils en bois en se disant si on fait pareil, il y a forcément un avion de vivre qui va venir. Et non. Donc c'est le cargo culte, c'est le fait d'appliquer une méthode sans avoir les valeurs derrière, sans comprendre la méthode elle-même, en croyant que le résultat va être le même. Donc quand on parle de l'agile, il y a beaucoup de cas où on force des méthodes dans une philosophie, une base de valeurs qui ne correspond pas, et ça ne fonctionne pas derrière. On n'a pas les résultats escomptés. Voilà, bref, c'était un petit clin d'œil. Okay. Merci pour la culture et pour le cargo culte. Voilà, c'est ça. Tu parles de différents sujets sur Twitter. Oui. Je ne sais pas où est-ce que tu places la limite. Oui. Comment tu gères justement les communications qui peuvent être très perso, les sujets qui t'animent profondément et ta communication professionnelle? Oui. C'est particulier parce qu'effectivement, je me suis défini plusieurs personas en fait. Twitter est magique à ce niveau-là parce qu'on peut, disons qu'on n'a pas besoin de gérer. Ce qui me plaît moins sur des plateformes comme Facebook, par exemple, ou Google+, c'est qu'on a une identité, chapeau, qui gère plusieurs niveaux d'intimité. C'est vite complexe pour moi. Twitter, c'est simple. J'ai un compte avec un public, une timeline, un type d'abonné avec un discours défini, et j'ai 5 niveaux j'ai 5 comptes en fait, 5 comptes avec 5 niveaux d'intimité en fait, ou de publicité, de public. Le compte public, donc MC Pacard, et puis derrière j'ai 2 comptes personnels, un compte personnel ouvert au cas où, et puis un compte féministe pour bien séparer les audiences. Ce qui fait que sur ce compte public que tout le monde connaît, je me fixe quand même des limites, c'est-à-dire que je reste designer, je reste
je dois participer et je participe avec plaisir à la veille globale que fait mon domaine. Donc je retweet, je diffuse des articles sur le design. J'en écris quelques-uns rarement. Et à côté de ça, oui, il y a une partie de mon personnage public qui est dédiée à une forme de militantisme doux, on va dire, parce que le temps pour s'impliquer est parfois compliqué. Puis aussi, je reste designer et c'est mon choix personnel de rester identifié comme designer. Mais effectivement, je relais beaucoup de choses. Enfin, je reste, malgré le fait que je sois une femme privilégiée, parce que je suis blanche, je suis éduquée et je suis pas pauvre. Donc j'essaye de diffuser, enfin, d'utiliser mon privilège pour pousser des articles écrits par d'autres femmes, écrits par des femmes racisées, écrits par des populations qui n'ont pas accès à mon privilège, quoi, on va dire. Donc oui, parfois ça donne lieu à des retweets un peu surprenants, je pense, pour les gens qui me suivent, en se disant « Ah ok, à quoi ça correspond ?» Voilà. C'est mon choix de laisser cette facette de moi transparaître sur le compte public. Ouais. Bah, notamment, il y a un sujet, je pense, qui est vraiment très lié au pro-perso, c'est le burn-out, oui. qui est un de tes sujets sur lesquels tu reviens souvent. Tout à fait. J'avais une question à te poser là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un burn-out quand on est passionné? Ouh là, oui. Okay. Oui. On peut faire un burn-out, même surtout quand on est passionné. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le burn-out. On dit qu'il n'y a que les gens qui sont super impliqués qui en font, ou alors c'est que des gens qui en font trop, justement, qui ont trop de plaisir à faire les choses bien. Non, on peut faire des burn-out en étant au chômage, on peut faire des burn-out en étant passionné ou pas, en s'ennuyant, en n'ayant pas assez de travail. Parce que moi, j'avais vraiment le sentiment que c'était quand on subissait en fait quelque chose qu'on faisait un burn-out, et que du coup, quand on était assez aligné avec ce qu'on faisait et assez en phase avec notre métier, avec notre ambition, il me semblait mais c'est pour ça que je voulais avoir le point de vue d'une experte. Je pense que du coup, quand tu es aligné avec tes valeurs, le burn-out pour moi, c'est surtout la maladie de la perte de sens. Ouais. C'est quand ce qu'on fait n'a pas de sens par rapport à notre système de valeurs ou nos ambitions, ou quand le décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre est trop important. Ça passe par plein de formes, hein, ça peut être. Mais effectivement, on peut être extrêmement passionné. J'ai des cas, donc du coup, on a monté une communauté avec un ami qui a fait le même burn-out que moi au même moment. On a monté une communauté sur le Medium qui s'appelle Burnout Rallumons la flamme. Et on accueille des témoignages de gens. Ouais. Et on a vu des gens qui étaient comme vous, comme moi, qui créent leur entreprise, qui créent toute pièce leur offre, qui créent un métier qui leur convient et qui pour autant tombent se mettent à subir des symptômes physiques complètement aberrants, complètement inattendus, et ils se rendent compte que non, il y a quelque chose qui ne va toujours pas. Ça peut arriver. Voilà. On est plus protégé quand on fait un truc qui nous plaît quand même. Voilà, mais c'est pas dit. Voilà. Il y a des jobs de rêve qui se transforment en jobs d'enfer. Ouais. Voilà. J'imagine que tu as analysé ton propre burn-out. Je ne savais pas que tu en avais fait un, j'allais te poser la question. J'en ai fait 2. Ouais. Okay. Gros lot. C'était quand? C'est passé comment? Et qu'est-ce que tu mets en place pour pas que ça arrive de nouveau? Pour pas que ça arrive de nouveau. Ça, c'est une très bonne question. J'en ai fait un premier en 2013 que je n'ai pas identifié correctement. Donc, mon médecin m'a quand même mis en arrêt pendant 15 jours. Et puis, pas compris, pas assez de recul. C'est une maladie très bizarre, le burn-out, parce qu'il y a beaucoup de déni là-dedans. On a beaucoup de mal à accepter le fait qu'on est malade. Et parfois, ça peut vraiment bloquer une guérison, ne serait-ce qu'avec une prise de conscience. Toi, c'est une maladie, c'est catégorie maladie. C'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes qui est complètement protéiforme. Voilà, il peut y avoir une dépression, il peut ne pas y avoir de dépression, il peut y avoir des maladies chroniques, des douleurs, il peut y en avoir. Parfois on est triste, parfois on est gai, parfois on mange pas. Enfin, c'est absolument difficile à définir. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des vraies, comme je disais, des vraies choses très profondes qui réunissent un peu tout le monde. C'est le manque de sens, le manque de reconnaissance aussi. Que ce soit de la part de notre hiérarchie ou de la part de nous-mêmes, quand on n'a pas de quoi se récompenser un minimum ou alors en tirer une certaine fierté, on ne peut pas. Attends, il faut que je revienne à la question, tu me disais... Oui, j'en avais fait un premier qui était mal identifié parce que aussi le monde médical commence tout juste à réagir sur ces choses-là et on commence à faire des liens entre les choses et les médecins ne sont pas forcément, les généralistes ou même les psys ne sont pas spécialisés sur ce domaine. Moi j'ai eu la chance d'être suivie par Souffrance et Travail, qui est une association qui est présente à Lyon et qui pour le coup c'est des gens, des thérapeutes spécialisés dans le domaine et qui savent répondre aux interrogations spécifiques du mal-être au travail. En 2013 c'est passé, ça a été oublié, puis 2 ans plus tard, là il y a eu pas mal de soucis et puis pourtant c'était mon dream job. Ouais. Ou en tout cas ce que je pensais être mon dream job. Voilà. Il s'est avéré qu'il me fallait plus que ça. Donc, le burn-out, ça se témoigne d'une manière très simple, c'est qu'il y a un jour où le corps et principalement le cerveau ne fonctionnent plus.
On se lève le matin et on fait « je ne peux pas ». Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à leur salle de bain. C'est-à-dire que le corps ne fonctionne même plus pour marcher, quoi. Il y a des gens qui se souviennent plus de rien, qui tombent complètement en dépression et qui pleurent toutes les 5 minutes. Enfin, et c'est une difficulté. On ne fonctionne pas, on ne fonctionne plus. J'ai mis un sacré moment à ne plus avoir d'angoisse quand je lançais Photoshop. C'est pour dire. Photoshop est angoissant. Pourquoi pas? Voilà. Mais oui, ça a des impacts sur le quotidien. Ouais. Il y a un autre sujet que tu traites beaucoup, c'est le féminisme. Ouais. Alors moi, j'ai un peu mon histoire là-dessus avec ma femme quand elle est lors de sa première grossesse, oui. Où finalement, je me suis rendu compte qu'on demandait aux mamans d'être des Wonder Woman et que quoi qu'il arrive, en fait, elles étaient jugées. Ouais. Si elles arrêtaient de bosser, c'était des feignasses. Voilà. Si elles se remettaient à bosser au bout de 2 mois, c'est des mères indignes. Voilà. Et finalement, à part être la Wonder Woman qui reprend le boulot mais qui aménage chez elle, enfin qui fait, il n'y a pas vraiment d'issue, d'issue qui est valorisée par la société en ce moment. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus parce que moi c'est un problème qu'on n'a pas forcément réglé et que ce soit avec des proches qui sont absolument pas machistes, que ce soit avec des femmes, des employeurs, oui, des gens normaux. C'est tout le monde, quoi. Ouais. C'est un sujet qui est assez... je voulais avoir ton point de vue. Alors, t'es pas maman. Non, je suis pas maman. Mais je pense que tu as un point de vue là-dessus. J'ai beaucoup lu là-dessus, j'ai beaucoup de copines qui sont mamans, puis la littérature féministe aborde forcément le sujet de la maternité, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de comportement juste. Il y a pas quoi qu'on fasse, il va se passer, ce ne sera pas bon. Voilà. Donc oui, ça reste compliqué. Certes, voilà, après si je viens techniquement, pourquoi on appelle le féminisme et pas l'égalité ou l'égalitarisme, c'est parce que ce serait l'égalitarisme si une des deux catégories, le genre les hommes et les femmes, n'étaient pas oppressés. Il s'avère qu'il y a une oppression. C'est ça, on dit oppression, oui, c'est ça. Ouais. Qui touche une seule des deux parties, forcément, vu que on parle de féminisme, parce qu'il faut remonter tout le monde. Et effectivement, les femmes sont toujours jugées sous un angle ou sous un autre. Ça me rappelle aussi la progression d'entreprise. Mais pour toi, c'est au-delà de la grossesse, quoi. C'est vraiment. Ah oui, c'est tout, c'est surtout. J'ai lu un article pas plus tard qu'hier sur des témoignages de femmes qui avaient failli accéder à la première place sans jamais pouvoir y accéder. Donc ça prenait l'exemple d'Hillary Clinton et d'autres femmes qui témoignaient qui avaient été quasiment CEO de Fortune 500 compagnies, des grosses entreprises, et elles nous racontaient j'ai failli et ça reste bloqué. Et c'est pas une question de combien de femmes arrivent à... Enfin, il y a des femmes, elles n'y accèdent pas. C'est-à-dire que c'est juste bouché, c'est pas possible d'y accéder, quel que soit. Et on voit beaucoup de femmes qui disent je sais pas quel comportement aborder parce que quand je suis trop discrète, on me reproche d'être trop discrète. Quand je me mets à être un petit peu plus ferme, on me dit oh là là, t'es agressive. Et oui, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il n'y a pas de bonne réponse. Et il n'y a pas de comportement qui passe en fait. Il faut toujours un petit peu faire avec ce qu'on obtient, quoi. Et selon qui on est en face de nous. Mais effectivement, la société juge les femmes et maternité, entre autres. Et est-ce que tu ne crois pas que les évolutions des sociétés actuelles, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec aussi finalement une hiérarchie, les différentes entreprises qui reprennent le pouvoir sur les anciennes et toutes ces évolutions, est-ce que tu y vois, toi, des évolutions positives pour la cause des femmes? Et les évolutions positives, la plus grosse que je vois, c'est la prise de parole. Ouais. C'est l'ouverture de la parole. C'est-à-dire que c'est ennuyant, oui, certes, pour pas mal d'hommes et pas mal de femmes aussi, qui trouvent qu'on en parle trop. Oh, le féminisme, en ce moment, on ne parle que de ça. Oui, parce que justement, enfin, le canal s'ouvre un petit peu. Et les femmes, et les femmes racisées peuvent enfin prendre la parole et avoir un espace au moins. Si elles ne sont pas lues ni entendues, au moins elles s'expriment. Voilà. Et parfois, ça libère un sujet parfaitement périphérique dont j'ai parlé, mais juste avant de venir vous voir, ce sont les règles. Alors, c'est pas sexy, voilà. Non, ça ne l'est pas, mais ça existe. Il y a 50% de la population qui a ses règles tous les mois, au moins 5 jours par mois. Et c'est quelque chose qui était parfaitement tabou jusqu'à présent. Et aujourd'hui, enfin, la parole se libère un petit peu, on en parle, parce que c'est des choses qui arrivent au quotidien et qui sont tabous, mais tabous dans le sens, les femmes ont dû faire l'effort de masquer tout ça. Vous n'avez aucune idée quand une femme a ses règles. Ce qui est marrant, c'est que c'est tellement anodin, tellement quotidien, tellement naturel, et
tellement de tabous à la fois, c'est un réel paradoxe. Quoi. C'est un paradoxe. Ouais. La manière, mais c'est comme tu dis, la manière dont on traite les mères et les femmes est un paradoxe. C'est un peu bizarre. C'est une partie de mon personnage public qui désire se montrer comme. En fait, je pense que quand on veut vraiment avoir un changement sociétal profond, il faut juste qu'il y ait des gens, parfois plus solides que les autres, parce qu'ils sont moins exposés aux oppressions, qui ont une posture très ferme. Enfin, je pense notamment à Mike Montero et sa femme Erika Hall, qui dirigent Mule Design aux USA, et Mike Montero qui a fait il n'y a pas longtemps un workshop qui s'appelle How to Fight Fascism, et qui font des workshops, qui font des ateliers dans les entreprises pour aider les gens à se rendre compte qu'il y a un biais de genre, qu'il y a des oppressions et comment. Donc c'était marrant, ils ont mené un atelier non mixte, uniquement pour les femmes, pour les aider avec des jeux de rôle, pour les aider à réagir correctement face au sexisme en entreprise. Ça a beaucoup fait parler parce que les gens disent « oui, c'est non mixte, comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas d'hommes? C'est sexiste ?» Non, c'est pas sexiste parce que les hommes ne sont pas opprimés parce qu'ils ont un comportement spécifique. Et parfois, il faut être en non-mixité pour pouvoir discuter sans que quelqu'un vienne vous dire « eh oh, on parle pas de moi là !» Voilà. Donc à un moment, toi, tu n'hésites pas en fait à utiliser ton auditoire entre guillemets professionnel pour aller aborder ces causes parce que tout simplement, tu as plus de visibilité que juste personnellement. C'est ça. Et c'est ta façon à toi de faire avancer les causes qui tiennent à cœur. C'est de me sentir aussi légitime que mes homologues masculins et aborder les sujets je dirais pas sans vraiment penser aux conséquences, parce que j'y pense, mais je me dis que les conséquences d'avoir peut-être parfois récolté une dizaine d'unfollow ou d'avoir froissé quelques égos sont pour moi absolument pas du tout considérables. Enfin, je m'en fous en fait. Voilà, je préfère avoir cette prise de parole consistante. J'ai perdu le mot, Jean-Claude Van Damme, merci. Si, c'est ça. Ouais, enfin moi je tu l'as compris, voilà, c'est ça. Régulière, voilà. Que de froisser quelques gens qui se disent elle parle pas assez de design. Voilà, je suis pas là pour qu'on me dise tu parles pas assez de ça, tu parles trop de ça. Non, c'est moi qui choisis. Et ça reste une posture justement pour forcer d'autres gens, forcer ou inciter des gens à le faire. J'essaye d'inspirer plutôt que de forcer les changements. Voilà. Tu nous racontes un peu l'histoire de tes cheveux, parce que c'est ta marque de fabrique. Un peu. Ça commence à devenir, ça fait 4 ans maintenant. Ouais. 4 ans que j'ai les cheveux colorés, effectivement j'ai les cheveux bleus. Donc, y a une histoire, outre l'énorme entretien que ça demande, c'est surtout, c'est quelque part un filtre social, j'ai envie de dire. À savoir les gens qui pensent que la couleur de mes cheveux peut être un frein ou peut conditionner mon expertise, ma personnalité ou ma façon d'intervenir en entreprise, je n'ai pas envie de travailler avec eux. Voilà. Donc quelque part c'est forcer l'acceptation, oui ou non, mais en tout cas oui. Il y a beaucoup de marqueurs corporels qui évoluent avec le temps. Enfin, le tatouage est de plus en plus toléré, même s'il reste il y a un peu l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà, un petit peu. Voilà. L'ancien monde est encore en train de dire, dites donc, cachez-moi ces tatouages. Mais j'ai eu des témoignages aussi assez. Enfin, je continue à le faire et je n'ai pas encore arrêté de me tendre les cheveux malgré le fait que ça les bousille et que c'est très coûteux. Parce qu'il y a encore des entreprises qui se refusent à recruter des gens uniquement parce que la personne en question a les cheveux roses. Et j'ai eu l'exemple d'un collègue qui vient juste de un ami qui vient juste de se teindre les cheveux en vert. En étant un homme, il est arrivé au boulot, dans un boulot où il n'y a pas de clients, mais son chef l'a convoqué en lui disant il ne faudra pas que tu recommences. Alors que potentiellement, ça fait 10 ans qu'il travaille dans cette entreprise, rien n'a changé chez lui, à part sa couleur de cheveux. Ce qui est parfaitement anodin et ce qui se change en 5 minutes, il peut se raser les cheveux et puis en un mois c'est repoussé, tout va bien. Donc oui, c'est un petit peu un effort de montrer par l'exemple en disant oui, on peut être soi-même dans une certaine mesure et forcer le respect au-delà des clichés, quoi. Voilà. Et en quoi tu te sens toi-même avec les cheveux bleus? Moi, c'est un truc que je comprends absolument pas, donc c'est une question qui me fascine du coup. J'adore ça. Je regarde mes cheveux comme ça, vous savez, en me disant « Oh, c'est beau !» C'est juste, pour moi, c'est une toile vierge d'expression, c'est un moyen de... J'aime bien le défi technique que ça représente. Là, j'ai fait un dégradé, ça m'a pris une après-midi entière. Mais j'aime le défi technique parce que j'aime les couleurs, simplement. Si c'était socialement accepté de se peindre l'intégralité du corps, moi, je sortirais en bleu, en vert. J'aimerais ça, ouais. Il y a encore des barrières sociales. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Où est-ce que tu te places? Tu as envie de tester un peu, mais tu ne veux pas non plus y aller les cheveux, c'est bien, c'est réversible. Au pire des cas, je me les reteins d'une couleur classique. Mais quelque part, pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà. Ça fait partie de mon personal branding. Mon branding est coloré.
Voilà, il y a Marie Guillaume, on avait parlé, elle avait dit j'ai assorti ma bannière Twitter à la couleur de mes cheveux. Alors la photo a 2 ans maintenant, il faut peut-être que je mette à jour, mais en tout cas voilà, enfin, c'est difficile de mettre à jour quand ça change toutes les semaines. Mais bon, bref. Voilà. Ok. Dernière question de cet entretien. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? Oui. À part Johnny, l'immense Johnny, qu'est-ce que ça t'évoque? Quoi ma gueule, c'est... Oui, je pense que ça fait un bon lien avec les cheveux, c'est... Quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? Je suis fervente, je défends avec ferveur le fait que chacun puisse choisir son apparence, chacun puisse se sentir bien comme il est, sans le moins d'injonction possible. Quoi ma gueule? C'est aussi une question positive, c'est quoi? On en discute, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça fait naître en vous? J'aime bien voir comment les gens réagissent à mes cheveux, c'est aussi une interrogation. Enfin, j'ai eu une femme qui m'a arrêtée dans la rue il n'y a pas longtemps en me disant oh, c'est génial aux cheveux, moi j'oserais jamais. Alors je lui ai expliqué qu'elle pouvait oser, enfin que moi j'avais osé, mais au départ j'osais pas, et puis finalement elle m'a remerciée au nom de tous les gens qui n'osaient pas. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc c'est aussi sympathique enfin oui, quoi ma gueule, c'est... Voilà, dis-moi comme je suis et on va, j'en saurai plus sur qui tu es, quoi. Voilà, c'est un petit jeu de ping-pong sur l'identité de chacun, c'est intéressant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Quoi ma gueule, c'est terminé. On vous laisse, on vous remercie pour ceux qui ont participé au live et on sera évidemment rediffusé sur notre page Facebook. À bientôt. Au revoir.